Salut à tous. Qu'est-ce qui définit une découverte fantastique d'artefacts anciens? Est-ce la valeur de l'artefact en argent? Est-ce l'âge de l'objet? Est-ce sa rareté? La réponse est que cela peut être toutes ces choses et plus encore, ou peut-être même aucune d'entre elles. Les découvertes d'artefacts fantastiques parlent d'elles-mêmes, mais permettez-nous de parler pour elles de toute façon dans cette vidéo. C'est parti. Lion d'Urkès. Les fondations uriennes sont parfois également connues sous le nom de lion d'Urkès, mais il y a un certain débat sur la question de savoir si elles devraient l'être ou non. Chacun des deux pieux de fondation est identique. Ils sont faits de cuivre, façonnés comme des lions, et peuvent ou non avoir été fabriqués dans l'ancienne et puissante ville d'Urkesh en Syrie. L'idée qu'ils viennent de là est apparemment confirmée par les inscriptions cunéiformes sur les artefacts, qui indiquent qu'ils ont été placés dans les fondations du temple de Nergal, qui était à Urkesh. Certains universitaires croient que cette inscription a été ajoutée quelque temps après que les pieux aient été fabriqués, et ils n'ont peut-être pas originé de là. Cependant, même si elle est de quelques années plus ancienne, l'inscription est le plus ancien exemple connu survivant de la langue urienne. Malheureusement, après avoir été créée il y a environ 4300 ans et avoir passé presque tout ce temps ensemble, les pieux ont maintenant été séparés et tous deux sont loin de chez eux. L'un est au Louvre à Paris en France et l'autre est au Metropolitan Museum of Art à New York aux États-Unis. Le fragmentarium. Beaucoup d'entre nous sont préoccupés par l'impact que l'intelligence artificielle pourrait avoir sur l'espèce humaine à l'avenir. Mais ici, dans le présent, elle s'avère être un outil puissant pour les archéologues. En février 2023, des archéologues ont annoncé l'invention d'un nouvel outil d'IA appelé le fragmentarium. Ils espèrent l'utiliser pour reconstituer les mystères des textes babyloniens anciens. L'outil a été développé à l'Institut d'Assyriologie de l'Université Ludwig Maximilian en Allemagne et devrait, espérons-le, permettre une percée dans le déchiffrement de textes actuellement illisibles. Les chercheurs de l'université ont actuellement traité plus de 22 000 fragments de textes non traduits provenant de tablettes cunéiformes babyloniennes, avec plus à venir. L'outil est capable d'identifier les fragments correspondants, recréant ainsi des tablettes brisées. Il est également capable d'associer des sections d'écriture en fonction de ce qu'il sait sur les mots et expressions identiques sur d'autres tablettes. Les premiers résultats sont encourageants, l'outil ayant été testé et utilisé par environ 200 universitaires du monde entier. Finalement, l'équipe de l'université espère rendre le fragmentarium disponible pour tout le monde. Collection de harpons et épées en cuivre. Voici une découverte incroyable qui s'est produite par accident. En juin 2022, un agriculteur du district de Mainpuri, dans l'Uttar Pradesh en Inde, labourait son champ quand il a déterré une collection de harpons et d'épées en cuivre qui avaient été enterrés dans le sol depuis au moins 4000 ans. L'agriculteur pensait que les artefacts étaient faits d'or plutôt que de cuivre. Alors, au lieu d'alerter les autorités, il les a emmenés chez lui et les a cachés. Finalement, il s'est vanté auprès d'amis de la découverte, ce qui a conduit la police à entendre parler de l'affaire, puis à faire une descente chez lui. Maintenant, les artefacts sont entre les mains de professionnels et ils se demandent pourquoi ils étaient tous enterrés ensemble en un tas. Étaient-ils cachés ici dans l'intention de revenir les chercher? Ou y avait-il un site de production d'armes ici il y a 4000 ans? Ce qui semble clair, c'est que ces armes étaient conçues pour une force de combat suprême. Ce ne sont pas le genre d'armement que la personne moyenne de l'époque posséderait. Il ne semble pas y avoir d'autres preuves archéologiques sur le site, donc ce sont des questions auxquelles nous ne pourrons malheureusement peut-être jamais répondre. Masque en pierre. Il y a 9000 ans, les occupants préhistoriques des terres autour du mont Hébron et des montagnes de Judée ont commencé à passer d'un mode de vie nomade à la construction de colonies et à la culture de la terre. L'une de ces colonies a également fabriqué ce masque en pierre, et les archéologues pensent que les deux choses pourraient être liées. Ils soupçonnent que le masque a été délibérément enterré pour dénoter la propriété de la terre sur laquelle une maison a été construite. Désigner la propriété par l'enterrement était courant à l'époque, bien que les masques n'étaient généralement pas impliqués. Les masques de ce genre sont très rares en général. C'est l'un des seulement 15 au monde dont on peut prouver qu'ils proviennent de l'ère néolithique. Bien qu'ils n'aient pas pu le prouver, les experts pensent que le masque pourrait avoir été fabriqué à partir d'un moule pris sur le visage d'une personne décédée. Le culte des ancêtres était pratiqué dans cette partie du monde pendant les temps néolithiques, et les masques mortuaires en faisaient partie. Malgré le poids de celui-ci, il est probable qu'il était conçu pour être porté lors de rituels. Il a de petits trous sur ses côtés, à travers lesquels une corde aurait été passée pour le fixer au visage du porteur. Cela devait être un peu inconfortable. Le sanctuaire du faucon.
Les anciens Égyptiens étaient un peuple si mystérieux que nous ne serons probablement jamais en mesure de dénouer tous leurs secrets. Leurs rituels et sites sont une énigme pour nous, et cette énigme s'est approfondie avec la découverte du soi-disant sanctuaire du Faucon en octobre 2022. Le sanctuaire inhabituel, qui dépeint des rituels et pratiques anciens jusqu'alors inconnus, a été découvert lors de fouilles archéologiques planifiées à Bérénice. C'était autrefois un port de mer gréco-romain prospère, plein de commerçants, et est également connu sous le nom de Bérénice et Bérénice troglodytica. Les preuves archéologiques suggèrent que le sanctuaire a été créé quelque part entre le 4e et le 6e siècle, période pendant laquelle la ville était partiellement contrôlée par une culture nomade du désert oriental appelée les Blémises. Les harpons et statues en forme de cube vus sur le sanctuaire sont des offrandes qui étaient spécifiques aux Blémises et à leurs croyances. Le sanctuaire du Faucon est ainsi nommé en raison des 15 faucons qui ont été trouvés enterrés à l'intérieur, tous accompagnés de leurs œufs, mais leur tête manquait. Pour rendre les choses encore plus étranges, il y a une inscription qui se lit « Il est interdit de faire bouillir une tête ici ». Nous devons présumer que c'est une référence aux têtes d'animaux, car l'alternative est macabre. Le cocher de Delphes. Le cocher de Delphes est ainsi nommé parce que c'est une statue d'un conducteur de chars grec antique. Elle a été découverte dans le sanctuaire d'Apollon à Delphes, en Grèce, en 1896. Le nom grec de la statue, qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la sculpture ancienne en bronze, est Eniokos, qui se traduit par le détenteur des rênes. Certains historiens disent que la statue représente Polyzalos de Gela, un leader tyrannique de Sicile, et a été érigée pour commémorer sa victoire dans les courses de chars aux Jeux Pythiques de 474 avant Jésus-Christ. Un autre groupe d'historiens croit que la personne représentée est Hieron, le frère de Polyzalos, qui avait sa propre victoire dans les courses de chars à célébrer aux Jeux Olympiques. La statue est tout ce qui reste de ce qui aurait autrefois été une œuvre d'art significativement plus grande, comprenant 4 chevaux et peut-être une paire de palefreniers pour les accompagner. Il est très probable que le cocher de Delphes est l'œuvre de Pythagore de Région, un sculpteur renommé de l'époque qui vivait en Sicile. Mais nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'il s'agissait au lieu de cela du sculpteur grec ancien Calamis. Les statues en bronze de cette époque sont rares car elles étaient souvent fondues pour que le matériel puisse être réutilisé, mais celle-ci a partiellement survécu parce qu'elle était enterrée sous un éboulement. Poignards en os humain. Les poignards en os sont des découvertes archéologiques relativement courantes en Nouvelle-Guinée. Ce sont souvent des objets élaborément décorés, la qualité et la beauté de chaque poignard étant censés être un signe du prestige et de la puissance du guerrier qui le possédait. À partir de 2018, les scientifiques et les archéologues croient qu'il y avait une autre manière pour les guerriers anciens de la Nouvelle-Guinée de faire des déclarations sur leur puissance. Alors que la plupart des poignards trouvés dans le pays sont fabriqués en os d'animal, certains d'entre eux sont fabriqués en os humain, spécifiquement en os de cuisse humaine. Ces poignards en os humain semblent avoir été très rares, ce qui suggère qu'ils étaient réservés à ceux qui détenaient un statut élevé. Ce n'étaient cependant pas des objets cérémoniels. Il est évident, d'après l'état de certains des exemples qui ont été récupérés, que les poignards étaient utilisés dans le combat rapproché. Il existe des récits d'explorateurs du 19e siècle selon lesquels les tribus de Nouvelle-Guinée utilisaient des poignards en os humains dans la pratique du cannibalisme et de la mutilation, mais jusqu'à récemment, ces contes étaient considérés comme sensationnalistes. Nous savons maintenant que la pratique de fabrication de ces poignards s'est poursuivie jusqu'au milieu du XXe siècle. Le masque de parade de cavalerie en fer. Nous continuons avec une découverte romaine ancienne très rare qui a eu lieu en Roumanie en février 2023. Il s'agit d'un masque de parade de cavalerie en fer et il est âgé d'environ 1900 ans. Les masques de parade romains sont de rares découvertes, mais celui-ci est particulièrement rare. Parmi les quelques masques de parade qui ont été trouvés en Roumanie auparavant, tous étaient faits de bronze. C'est le seul jamais trouvé dans le pays à être fait de fer. Malheureusement, la conséquence de sa fabrication en fer est qu'il est très fortement oxydé, ce qui est dû au fait qu'il a passé des siècles enterré dans un sol humide. Les experts disent que le masque est du type calcryse, qui peut être identifié à partir de la minceur de ses fentes pour les yeux, de son nez large et de son expression étrangement paisible. La découverte a été faite par Betej Viorel, un détecteur de métaux amateur. Cela aussi est un événement rare car les personnes qui veulent posséder des détecteurs de métaux en Roumanie ont besoin d'une licence du gouvernement. Ce masque particulier appartenait probablement à quelqu'un qui était stationné au fort romain voisin de Bumbeshtiju pendant les guerres daciques et, espérons-le, aura l'air beaucoup mieux après avoir été nettoyé et préservé. La tablette de Kish.
Ensuite, nous examinons la tablette de Kish. Cet artefact en calcaire est ainsi nommé parce qu'il a été découvert dans les murs de l'ancienne ville sumérienne de Kish en Irak. Il y a une certaine confusion concernant la date précise de sa découverte, certaines sources disant 1923 et d'autres 1933. Les scientifiques ont daté la période d'Uruk de plus de 5000 ans. Selon la majorité des experts des langues et cultures anciennes qui ont inspecté la tablette de Kish, c'est le document écrit le plus ancien du monde. Cela en fait un objet de grande importance, et nous aimerions pouvoir vous dire ce qu'il dit, mais nous ne le pouvons pas. L'écriture sur la tablette, si tant est qu'il s'agisse d'écriture, est partiellement pictographique. Les signes semblent être une sorte de proto-cunéiforme. Nous avons déjà suffisamment de mal à tenter de traduire les inscriptions cunéiformes. Nous n'avons aucune chance de traduire le proto-cunéiforme à moins que des percées supplémentaires soient réalisées dans notre compréhension des origines du mot écrit. Il est très probable que la tablette de Kish contienne un message, peut-être même de nombreux messages, mais il est loin d'être certain que nous serons jamais en mesure de le comprendre. Le grand orque de Snetisham. En regardant le grand orque de Snetisham au musée britannique, vous supposeriez que la merveilleuse pièce dorée appartenait autrefois à un roi ou une reine britannique. Si on vous pressait de deviner son âge, vous ne iriez probablement pas au-delà de 300 à 400 ans. Après tout, il est dans un état remarquablement bon, et son design complexe indique clairement un savoir-faire qualifié. Vous seriez cependant bien loin du compte avec cette supposition, car ce torque doré incroyable a été fabriqué il y a un peu plus de 2000 ans. C'est le torque de l'âge du fer le plus beau et le mieux préservé jamais trouvé au Royaume-Uni, et provient du célèbre trésor de Snetisham qui a été mis au jour en 1950. Dater l'objet a été facilité grâce à une pièce de monnaie qui a été trouvée avec, indiquant qu'elle a été frappée en l'an 75 avant Jésus-Christ. On sait que la tribu des Icénies vivait dans cette partie de l'Angleterre à cette époque. Il est donc possible que cela ait appartenu à un de leurs chefs. Ce n'est pas de conception romaine, et il est difficile d'imaginer qui d'autre aurait eu le statut ou les ressources pour exiger un torque en or massif. Trésor de la dynastie Ming. Un champ de bataille est un bon endroit pour rechercher un trésor enterré, mais le problème est que la plupart des grands champs de bataille anciens du monde ont déjà été identifiés et fouillés. Ce n'est cependant pas toujours le cas. Un champ de bataille de l'époque Ming, datant d'environ 370 ans, a été découvert en Chine au début de 2017 et jusqu'à présent, il a déjà livré plus de 10 000 objets. Les experts fouillent encore les choses qu'ils ont trouvées, mais ils sont déjà très excités par ce sceau impérial en or incroyablement rare. Ils pensent qu'il aurait pu appartenir à l'héritier présomptif de l'un des empereurs anciens de Chine. L'objet provient d'un site historique de Jiangkou et remonte à une époque tumultueuse de l'histoire chinoise, alors que la dynastie Ming tombait et que la dynastie Qing montait. Il est douteux que quoi que ce soit trouvé là-bas, lors du reste de la recherche, soit plus précieux que le sceau. Le rectangle doré de 10 par 3 cm, avec sa tortue décorative, est presque certainement le seul de son genre jamais créé. Il est même possible qu'il soit tombé entre les mains de Zhang Xianzhong, le chef rebelle connu sous le nom de Tigre Jaune, qui a mené l'insurrection contre l'Empire Ming. Pièce d'or de l'ère byzantine. Nous nous dirigeons maintenant vers Israël pour examiner la découverte d'une pièce d'or très rare de l'époque byzantine, connue sous le nom de Solidus. La pièce a environ 1600 ans et a été découverte par une équipe d'étudiants en archéologie israéliens travaillant dans un lieu non divulgué à proximité de la Galilée. Le Solidus est magnifiquement bien préservé et a été frappé pendant le règne de l'empereur Théodose II à Constantinople en Turquie, quelque part entre les années 420 et 423. Des pièces comme celle-ci ont été trouvées dans l'ancien empire byzantin oriental auparavant, mais c'est la première fois qu'un tel artefact est trouvé en Israël. Un côté de la pièce porte une image du visage de l'empereur, tandis que l'autre affiche la déesse romaine Victoire tenant le bâton de la croix. Trouver une pièce d'or de cette époque dans un si bon état serait toujours une cause de célébration, mais Théodose II était un empereur particulièrement influent. Il a fondé l'université de Constantinople et a également introduit le code théodosien en 438, qui a codifié toutes les lois promulguées après l'année 312 et établi des précédents juridiques qui sont devenus la base de nombreuses lois qui existent encore aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.